Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce qu'il faut retenir en chimie organique. Bonjour à tous. Alors normalement, si tu as suivi un petit peu les capsules vidéo précédentes, on a petit à petit commencé à envisager la réactivité en chimie organique. Et en gros, ce qu'on a vu, c'était globalement que tout ça, c'était une histoire d'électrons. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont être mis à contribution dans les mécanismes réactionnels et qui vont pouvoir se déplacer soit au sein des liaisons sous l'influence des effets inductifs, qu'ils soient attracteurs ou donneurs, ou alors se déplacer entre les atomes sous l'influence des effets mésomères, attracteurs ou donneurs également. Et si ces deux effets électroniques consistent à déplacer des électrons, bien pour les déplacer, on a besoin d'un moteur, on a besoin d'un stimulus, et ce stimulus-là, ça va être tout simplement la différence d'électronégativité entre les deux atomes qui constituent la liaison par exemple. Donc voilà en gros pour résumer un peu les déplacements d'électrons au sein des molécules et pourquoi on va avoir une réactivité particulière sur certains types d'atomes ou de liaisons. Et si on commence à regarder un petit peu la réactivité, on va s'intéresser à un certain nombre de ces acteurs. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette première capsule vidéo. Donc les acteurs dans la réactivité en chimie organique, on va dire les principaux, ça va être ce qu'on appelle les nucléophiles, on a également les électrophiles, on a les acides associés aux bases, donc ceux-là normalement tu les connais déjà, et on a par exemple également les solvants qui jouent un rôle extrêmement important, donc on n'aura peut-être pas l'occasion de les voir, mais ils jouent un rôle très important. Et en second rôle, et ils sont également extrêmement importants, ça va être tout ce qu'on appelle les conditions expérimentales. Donc ça va être par exemple ce que j'ai mis ici, la pression à laquelle va être faite la réaction, l'agitation, la température, la présence de lumière ou non, etc., etc. Donc nous, on va s'intéresser dans cette capsule vidéo à deux éléments extrêmement importants, ce sont les nucléophiles et les électrophiles. C'est eux deux qui vont interagir systématiquement pour aller commencer à faire des mécanismes réactionnels, créer des liaisons et créer de nouvelles molécules. Alors les électrophiles et les nucléophiles, la terminologie phile, tu la connais, ça veut dire littéralement qui aime. C'est-à-dire que l'électrophile, c'est un élément, un atome ou un groupe d'atomes qui aime les électrons, c'est-à-dire qu'il est attiré par les charges négatives. Et à l'opposé, le nucléophile, il aime les noyaux, c'est-à-dire qu'il aime les charges positives. Tu te rappelles que dans le noyau, tu as affaire à un mélange de neutrons et de protons, et c'est ces charges positives qui vont attirer le nucléophile. Alors l'électrophile, il aime les charges négatives, ça veut dire qu'il est pauvre en électrons, et tout ce qu'il attend, c'est de subir le don d'électrons de la part d'un nucléophile. À l'opposé, le nucléophile, lui, s'il aime les charges plus, c'est simplement qu'il a un excès d'électrons, il est riche en électrons, et il veut s'en débarrasser, il veut les partager avec quelqu'un qui en a besoin. Ça tombe bien, l'électrophile, il est juste au-dessus de lui, donc c'est comme ça que les réactions vont se passer, toujours, entre un riche et un pauvre, c'est-à-dire un nucléophile et un électrophile, qui vont interagir l'un avec l'autre pour aller créer une liaison ensemble. Et j'en profite pour définir le terme de nucléofuge. Nucléofuge, ça veut dire fuir le noyau, donc ça va être ce qu'on appelle globalement les groupes partants. C'est un élément qui va partir, et généralement le nucléofuge, le groupe partant, il s'en va avec les électrons de la liaison qu'il faisait avec l'atome qui vient de quitter. Et on va définir un certain nombre, on va donner quelques exemples de nucléophiles et d'électrophiles. Donc dans les nucléophiles, on va retrouver ceux qui sont chargés négativement. Tu te rappelles qu'une charge négative, ça correspond à un excès d'électrons par rapport à la configuration électronique de départ de l'atome. Donc dans notre cas ici, carbone, oxygène et brome ont une charge négative, c'est-à-dire qu'ils ont un électron supplémentaire par rapport à leur configuration électronique initiale. On va avoir les groupes nucléophiles, enfin les substituants nucléophiles qui sont neutres, ce sont ceux qui possèdent des doublets non liants. Donc comme l'azote, l'oxygène, le soufre, le phosphore, etc. Donc on l'a vu ensemble, les doublets non liants, ce sont des électrons qui sont mobiles, c'est-à-dire qu'ils peuvent relativement facilement se déplacer pour être partagés avec quelqu'un qui en a besoin à côté. Et si on parle de doublets d'électrons, on a également vu qu'on avait les électrons des liaisons doubles, liaison pi, donc là sur une liaison double, sur liaison triple. Ces doubles liaisons pi sont deux électrons qui sont relativement mobiles et qui vont pouvoir également se déplacer pour aller donner un coup de main à quelqu'un qui en a besoin, c'est-à-dire un électrophile qui passe à côté. Alors évidemment, on peut classer ces substituants-là
sur une échelle, hein, ils n'ont pas tous le caractère nucléophile aussi fort les uns que les autres. Une charge négative ici sur le bromure par exemple, ça c'est un nucléophile beaucoup plus fort que la double liaison de l'alcène qui est là, bien entendu. Donc ces propriétés sont relatives, il faut toujours comparer deux nucléophiles entre eux pour dire qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre. Et en parallèle, on va donner quelques exemples d'électrophiles. Donc on a également les chargés, électrophiles chargés, donc chargés positivement cette fois-ci. Et la charge positive, elle correspond à quoi? À l'inverse de la charge négative. Charge plus, c'est un défaut d'électron par rapport à ma configuration électronique fondamentale. C'est-à-dire que dans ce cas-là, hydrogène, carbone, ils ont tous les deux un électron de moins que ce qu'ils avaient au départ. L'hydrogène, tu sais, qui peut apporter un seul électron dans une liaison. Et bien ici, sous forme H+, le proton des électrons, il en a 0. Okay, donc ce sont bien deux éléments qui sont pauvres en électrons et qui vont chercher à se rapprocher d'un groupement nucléophile riche. Et puis on a également les électrophiles qui sont neutres et qui vont posséder un atome qui appauvrit en électrons par effet inductif, c'est-à-dire des atomes qui sont systématiquement liés à des éléments plus électroattracteurs que eux. Dans les deux exemples que j'ai présentés ici, hein, l'atome de chlore très électroattracteur, il va pomper les deux électrons de la liaison CCl vers lui. Le carbone devient donc chargé positivement, charge partielle delta+. C'est un site pauvre, c'est donc le carbone, il est électrophile dans ce cas-là. Sur le carbonyle, pareil, l'oxygène pompe les 4 électrons de la liaison double carbone-oxygène à lui, et le carbone devient donc déficitaire, ça devient un site électrophile pauvre. Et comme on l'a fait ici, on peut classer ces différents groupements par rapport à leur caractère électrophile. Il est évident qu'un carbocation est beaucoup plus électrophile, beaucoup plus pauvre, c'est-à-dire beaucoup plus réactif que le carbone sur ce dérivé halogénaire. D'accord ? Donc il faut également toujours comparer les uns avec les autres. Et puis évidemment, ils vont pouvoir interagir les uns avec les autres dès qu'ils vont passer à proximité l'un de l'autre. Le nucléophile, il va pouvoir partager des électrons avec l'électrophile pour aller créer une liaison. D'accord ? Vu que lui, il a un électron supplémentaire, lui, il en a un de moins, eh bien, on va pouvoir faire le lien entre les deux tout simplement. Alors, je profite de cette petite capsule pour faire une petite parenthèse sur une des erreurs extrêmement fréquentes, donc quand on commence à faire les mécanismes réactionnels. Donc, je pense qu'il faut la présenter et la montrer dès maintenant. Je te donne un petit exemple tout simple. On va mélanger un proton H+, on l'a vu juste avant, on a identifié que c'était un électrophile, et on va le mélanger avec OH-, on l'a vu également juste avant, on a dit que c'était un nucléophile, lui. Donc OH-, c'est l'anion hydroxyle, c'est la soude, NaOH par exemple. Lui, on a du électrophile. H, on a dit le H+, donc l'hydrogène sous forme proton, ici H+, des électrons, il en a 0, donc on peut difficilement faire moins pauvre que lui, d'accord ? Il va forcément être électrophile dans cette réaction. À côté, j'ai l'hydroxyle OH-. L'oxygène, on a vu ici, il a 3 doublés non liants, il a une charge négative, c'est-à-dire qu'il a un électron supplémentaire qui peut partager avec un voisin, donc des électrons, il en a plein les poches, cet oxygène, il est donc nécessairement un site nucléophile, il va pouvoir partager avec un atome pauvre qui passe à côté de lui. Et l'hydrogène, qui est lié à l'oxygène, l'hydrogène, les électrons, il n'en a qu'un seul, et son électron, il est déjà partagé dans la liaison OH. Donc lui, il n'a pas de réactivité particulière dans ce type de réaction. Donc, ce qu'on a vu ensemble et ce que tu vas savoir faire, c'est dire, je sais que les deux vont interagir l'un avec l'autre, il n'y a aucun problème. J'ai un riche, j'ai un pauvre, et bien je vais faire le lien entre les deux. Donc jusque-là, normalement, il n'y a pas trop de problème. Mais où est-ce qu'elle apparaît l'erreur? Elle va apparaître là. Quand tu vas faire le lien entre les deux, eh bien tu vas dessiner ça sur ta copie. Je fais le lien, je sais qu'ils interagissent l'un avec l'autre, donc l'hydrogène va aller se fixer sur l'oxygène. Et puis j'obtiens la molécule d'eau, H2O, donc OH- plus H+, ça donne bien H2O. Donc là, le résultat de ton opération, il est juste. Par contre, c'est le raisonnement qui est faux. Et le raisonnement, c'est quoi? C'est ça ici. Simplement, c'est cette flèche ici. Pourquoi? Parce que les étudiants utilisent les flèches comme bon leur semble, c'est-à-dire je fais le lien entre deux atomes, peu importe dans quel sens est la flèche, je sais que je vais faire le lien entre les deux, donc mon résultat va être juste. Sauf qu'on a vu que les flèches, elles avaient une importance en chimie organique, et on ne les utilise pas n'importe comment. Cette flèche ici, elle correspond à un déplacement de 2 électrons à la flèche courbe ici, avec une pointe complète, ça correspond au déplacement de 2 électrons. Et le départ de la flèche, c'est là où sont présents les électrons, et l'arrivée de la flèche, bien entendu, c'est là où ils vont aller se déplacer.
Or là, si tu fais ça, H plus des électrons, on a dit, il en a 0, donc comment il pourrait en partager 2 avec un oxygène qui en a de toute façon déjà trop? Donc là, ton raisonnement, il est complètement faux, donc ça, c'est impossible de faire ce mécanisme réactionnel-là. C'est comme en mathématiques, si tu fais ton exercice, tu vas pouvoir avoir un résultat juste, par contre, tu as un raisonnement faux. Donc c'est exactement la même chose ici. Le résultat, il est juste, par contre, le raisonnement, il est complètement faux. Et là, on va perdre beaucoup de points de manière un petit peu bête. Okay, donc évidemment, quand tu as H+, en tout cas un électrophile, un nucléophile, la flèche toujours systématiquement déplacée du riche vers le pauvre. Donc ça, j'insiste beaucoup parce que c'est une erreur extrêmement fréquente. Donc ce mécanisme, il va se faire de cette façon-là. Lui, il a des électrons en trop, il les partage avec lui qui n'a aucun électron. Pour aller faire la molécule d'eau, ça ne change rien. Le résultat, il est le même. Sauf que là, j'ai à la fois le résultat qui est juste et le raisonnement qui est juste. Donc ça, il faut que tu sois extrêmement prudent là-dessus. Et retenir absolument ça, le déplacement d'électrons se fait toujours d'un riche vers un pauvre. Dans tous les mécanismes qu'on va voir, ce sera obligatoirement dans ce sens-là que ça va se passer. Donc c'est toujours le riche qui partage avec celui qui n'en a pas, évidemment. Dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas du tout. Donc sois vraiment très prudent là-dessus, c'est une des erreurs les plus fréquentes, que ce soit sur les copies ou lorsqu'on discute avec les étudiants. C'est la flèche qui est mise simplement pour montrer que les deux atomes, ils communiquent l'un avec l'autre sans faire attention que le sens de la flèche a une importance dans les mécanismes réactionnels. Voilà, je te remercie et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.